Bonjour Loane, bonjour à tous. Bonjour Alors, Natacha, bonjour tout le monde. je ne sais pas si vous connaissez encore Loane, mais beaucoup de gens la connaissent. Donc, Loane, tu es médium. Tu as Oui. travaillé sur pas mal de choses intéressantes qu'on va voir ensemble. Et puis, tu as écrit plusieurs livres. Moi, j'en ai surtout deux dont je vais parler. Et tu as aussi, alors je l'ai pas, j'ai pas l'autre, mais tu as aussi, on voit pas bien, Oui. des coffrets Cartorac qui sont tout à fait sympas et que j'aime beaucoup aussi parce que tu parles de communication avec l'invisible et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et je vais commencer par un petit peu présenter ton livre parce que pour toi, la médiumnité, c'est ce qu'on découvre à travers tout ce que tu décris. La médiumnité, c'est un état naturel en fait. Tu le décris comme vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui peut se développer au fur et à mesure des expériences de vie, mais que tu peux venir avec tes bagages. Tu décris même, enfin, tu vas décrire différentes choses comme l'essence, on va dire, connue, l'essence commun et l'essence subtile. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans ton livre. Je montre le livre et puis on en parlera, le nouveau livre et l'autre, qui est un guide pratique aussi. Donc celui-là, comment apprivoiser et développer sa médiumnité, un manuel pratique pour communiquer avec l'invisible, c'est vraiment un manuel parce que, alors, tu découvres ce que je fais. Il y a des jolies illustrations aussi qui sont les tiennes, je crois. Oui. Et donc, tu décris un petit peu nos outils, tu décris notre fonctionnement de base, le fonctionnement de ce que tu appelles aussi, on avait fait une interview avant, de l'équipe terrestre, dont le mental, dont en fait toute la construction qu'on a fait au fur et à mesure de notre vie, donc la personnalité que tu appelles le costume. Et tu donnes une cartographie aussi de ce qui peut se passer, des manifestations dans l'invisible. Et puis, ce que je voudrais voir avec toi, c'est un petit peu ce qui te porte, c'est-à-dire comment dire ça, notre sensibilité. Notre sensibilité, parce que ce que j'ai découvert dans ton livre, c'est que en fait, il peut y avoir effectivement quelque chose de naturel dans cette médiumnité, mais c'est aussi cette sensibilité qui va nous porter en connexion avec nous, avec ce qu'on est au plus profond de nous, avec ce monde invisible. Et il peut y avoir surtout des blocages. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété ton livre. Tu peux nous en dire plus? Oui, oui. Euh, Aujourd'hui, ce qui me porte, en fait, c'est la transmission. C'est ce qui est pour moi le plus important, c'est transmettre. Et transmettre à tous, aux petits et aux grands, Hmm. les enfants aussi. Parce que eux ont particulièrement besoin d'adultes qui leur ouvrent le passage pour leur permettre de s'exprimer librement et ensuite de choisir leur vie telle que leur âme l'a posée avant leur incarnation. Donc ça, c'est vraiment très important. Et dans cette transmission, j'ai l'impression que, euh, comment dire, il y a une forme d'urgence. Voilà, il y a une forme d'urgence. Oui, alors, je pense pas que je vais partir de l'autre côté tout de suite, hein. Mais l'époque, en tout cas, demande à ce qu'il y ait une ouverture. Et plus qu'une ouverture, en effet, c'est un éveil de la sensibilité. Nous sommes des êtres sensibles. Notre mode éducatif, notamment au niveau de l'école, nous pousse à développer énormément notre cerveau gauche, le cerveau de la logique, de la rationalité, de la réflexion, de tout ce qui est de l'ordre de la structure et de la matérialité, et met totalement de côté notre cerveau droit, qui est celui justement de la sensibilité, de l'intuition, de la réceptivité, de la créativité, de l'imagination. Or, pour avoir un équilibre, il est important que les deux cerveaux soient développés de la même façon. Nous avons aujourd'hui une société bancale qui se dirige uniquement ou en grande majorité sur la part matérialiste et qui oublie sa part sensible. Ouais. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a vraiment une urgence
pour développer cette part sensible. Et c'est cette part sensible qui nous permet de pouvoir toucher, alors à la fois toucher cet invisible qui évolue autour de nous, en développant toutes ces capacités subtiles, ne serait-ce que notre capacité à la compassion, ne serait-ce que ça, pouvoir simplement ressentir l'état d'être de l'autre et être touché par cet état d'être. Commençons déjà par cela. Et puis aussi, cette sensibilité va nous pousser beaucoup plus loin en ouvrant les portes de la spiritualité et donc en nous faisant toucher des états de transcendance, des états, pourquoi pas, d'extase, des états en tout cas qui nous permettent d'appréhender le divin, cette union avec le grand tout. Donc cette sensibilité, elle est essentielle aujourd'hui et c'est maintenant qu'il faut la développer. Ah, c'est extrêmement parlant pour différentes raisons. Je crois qu'on est dans une période, comme tu l'as dit, d'urgence. Je ressens la même chose que toi. Je ressens cette urgence double la chaîne. C'est très drôle d'ailleurs. Et cette sensibilité, moi, j'ai remarqué dans ton livre que oui, c'est un manuel et c'est un manuel qui nous ramène à nous, en fait. J'ai remarqué que tu parles du fonctionnement, mais tu parles aussi de tous les obstacles à cette sensibilité parce que cette sensibilité, c'est ce qu'on est au plus profond de nous. Hein. Alors, tu sais, j'ai fait quelques vidéos. J'en ai fait une où j'ai montré ça. Je te l'ai envoyé hier d'ailleurs parce que je t'ai fait beaucoup. Et j'ai montré qu'en fait, on peut symboliser ça, tu vois, par hop, là, tout tombe. Ça, on va dire, c'est nous dans notre essence et je ne vais pas le définir. Et puis, j'avais collé plein de choses dessus pour dire, bah voilà ce qu'on n'est pas, en fait, et qu'on croit qu'on est. Donc, toi, tu parles bien de ça, d'ailleurs. Tu parles bien à la fois de la personnalité, tu parles bien de tout ce qui nous éloigne et de toutes nos illusions. Et ça, j'aime beaucoup et je vais te poser quelques questions là-dessus parce que j'adore tu vois, tu es une médium, donc tu es carrément en lien avec l'invisible. On peut dire que les gens comme... Allez, je vais me mettre dedans, même si je le oui. Je ne dis pas trop ça, mais bon, les gens comme nous, on est un petit peu perchés. On peut nous dire ça, enfin, on peut dire ça comme ça. Bon, j'ai un cadre, comme tu dis, classique qui a développé une partie de mon cerveau, mais on est un petit peu perché. Et du coup, certaines personnes vont, et c'est ce que tu dis dans le livre, le fait de dire des choses un petit peu particulières, on va rentrer dans un cadre un peu d'extraordinaire, et certaines personnes vont voir les médiums, alors comme des gens avec des capacités vont avoir peur, enfin tu décris bien ce truc-là, ce fonctionnement-là, le rapport avec l'autre, le rapport avec soi, le rapport avec ce développement de la médiumnité depuis l'enfance. Puis tu dis, mais attention, soyons vigilants, développons notre capacité de discernement. Tu le dis à plusieurs reprises et tu parles précisément de plein de choses là-dessus. Tu dis, alors je te poserai ces questions un petit peu après par rapport au discernement et on va y revenir. Hein. Et tu parles aussi de ce développement de la bénignité que tu avais eu dans ton premier livre, tu en parles durant... tu as dit, moi j'ai fait une EMI il y a quelques temps, quelques années, en 1998, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Bon, ma mémoire est toujours là, c'est bien. Elle a tendance à se barrer quelquefois. Et tu dis qu'à ce moment-là, il y a une chose que tu as vue, c'est que c'est une médiumnité, en fait, tu l'avais choisie. Tu avais choisi d'être ce pont entre l'invisible et le visible. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit à ce moment-là? Oui. Et en fait, j'imagine que pour toutes les personnes qui arrivent avec ce genre de capacité, cette boîte, comment tu l'avais dit, là, cette valise avec ces perceptions extrasensorielles, j'imagine que on a plus de responsabilités à cause de ça. Je dirais, parce que le mot responsabilité peut peser rapidement sur les épaules, je dirais que cela surtout induit un cheminement de vie qui est différent. Ouais. Et c'est cela qui est souvent difficile à vivre, cette différence. C'est vraiment l'histoire du vilain petit canard, comme on l'a apprise à l'école. Hein. Le vilain petit canard qui naît dans une famille de canards, qui fait tous les efforts possibles pour ressembler à ses frères et sœurs canards, à tous les autres canards. Et malgré tous ces efforts, ça ne fonctionne jamais. Il reste toujours différent.
Et un jour, et ben forcément, il grandit au fur et à mesure et il découvre qu'il n'est pas un canard, mais un cygne. Et Ouais, c'est ce que nous vivons quand nous venons avec cette valise magique de capacité extrasensorielle, avec cette touche que moi j'appelle céleste. D'autres appellent ça, bon, les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel, etc., etc. Moi, j'aime pas trop les étiquettes, donc je préfère le côté céleste qui s'ouvre sur l'immensité du ciel et qui ne peut pas justement être comprise dans une petite boîte sur laquelle on met une étiquette. c'est clair. Les étiquettes ouvrent le champ des possibles. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et nous sommes de plus en plus nombreux, nous touchons bientôt les 10% de la population. Pour donner un d'équivalent concret qui parlera peut-être plus, notamment aux jeunes, cela représente dans une classe de 30 élèves, 3 élèves. 3 élèves sur 30. Donc, pour ceux qui sont encore au collège, au lycée, et qui pourraient nous regarder, eh ben, regardez autour de vous, il y en a peut-être 2 dans votre classe qui sont comme vous. Ouais. Et j'ai découvert des choses dans ton livre. Alors, j'ai encore découvert des choses qui est extraordinaire, hein, parce qu'on avait déjà eu une interview, j'avais lu ton premier livre. Et là, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des capacités extrasensorielles que moi, je n'avais pas définies comme la médiumnité. Eh bien, si, ça en était encore. Vas-y. C'est pas vrai, ce truc. Comme la claire émotion, je peux te dire que j'en ai été particulièrement touchée parce que évidemment, je le vis au quotidien. Et là, j'aimerais bien que tu précises ça parce que, tu vois, tu parles des jeunes. Toi et moi, on s'est retrouvés, puis beaucoup d'autres, on s'est retrouvés avec des trucs, on ne savait pas ce que c'était, en fait. On se trouvait bizarre, certes, mais tu parles de la claire émotion et des claires sentiences, etc. Et ça, tu vois, quand tu ressens les émotions des autres, eh ben, tu ne sais pas si c'est les tiennes ou ceux des autres, parce qu'au départ, tu crois que tout t'appartient. Et comment tu peux apprendre à distinguer quand tu es jeune? Alors après, moi, j'ai bientôt 50 ans, donc j'ai commencé à comprendre il y a seulement un an. Hein. J'ai commencé. Enfin, non, un petit peu plus. Allez, 3 ans. Mais jusque-là, non, je ne savais pas. Je croyais que tout m'appartenait, quoi. Que tout était généré par moi. Comment tu pourrais leur apprendre ça à ces nouveaux enfants? Pour pouvoir distinguer ce qui nous appartient et ce qui appartient aux autres, il faut partir à la rencontre de soi-même. C'est la seule solution. Donc, aller tourner son regard à l'intérieur de soi et se rencontrer, se découvrir, toucher notre propre signature vibratoire qui forcément diffère de celle des autres. Ouais. Apprendre quels sont nos mouvements intérieurs, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qui ne nous ressemble pas, donc par comparaison. Et progressivement, en fait, à force de se connaître, eh bien, on arrive vraiment à distinguer ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Ça commence vraiment par là. C'est ça. C'est exactement comme ça que j'ai pu faire. Et tu as raison. Alors, je déplore le fait que nos systèmes éducatifs ne nous permettent pas d'apprendre qui on est. On nous apprend, c'est vrai, hein, on nous apprend à être formaté en fait. Tu parles de signature vibratoire, c'est une chose qu'on avait évoquée toutes les deux et j'aimerais bien que tu précises un peu parce que dans une précédente interview, tu avais parlé de l'âme. Alors, l'âme, tu l'avais décrite comme quelque chose provenant d'une source, à la limite, une boule de lumière. Et tu parles de signature vibratoire propre à chaque, âme ou essence, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui fait que ça traverserait à la fois toutes nos activités, tous nos actes en tant qu'humains, mais aussi toutes ces vies et qui, dans certaines vies, on peut se retrouver comme, je ne sais pas, femme de ménage, guerrier, je sais pas. Ah, voilà, j'imagine. Oui, c'est la scène de théâtre de la vie, on endosse des personnages. Voilà, des personnages, c'est ça, tu les appelles des personnages, mais on aurait toujours, tu décris ça très bien, une signature vibratoire. Et puis, tu as une méditation guidée pour permettre, à force de faire cette méditation-là, de trouver cette essence, cette signature vibratoire. Tu pourrais me décrire un petit peu plus, me donner des exemples, par exemple. Exemple par exemple. C'est
bon, ma signature vibratoire est magnifique. Elles sont toutes magnifiques. En fait, chaque être vivant a une signature vibratoire. On est vivant, on vibre, donc nous avons une signature vibratoire. C'est pas plus compliqué que ça, que ce soit l'humain, le champignon, le hamster, l'arbre. Nous avons tous une signature vibratoire. Ouais, mais la mienne, elle me fait bugger. Signature vibratoire de bug, c'est la mienne, ça. C'est drôle, ça s'appelle. C'est ce que de toutes ces manifestations de la vie. Que ce soit plus ou moins visible ou invisible, donc plus ou moins dense, eh bien, derrière tout ça, il y a une conscience, en fait, il y a une âme qui s'expérimente à travers différentes manifestations, différentes possibilités. Et c'est ce qui est intéressant de voir, en fait. C'est cette âme, cette conscience, cet esprit, on peut aussi l'appeler comme ça. Notre vocabulaire manque vraiment de précision à ce niveau. Et donc, cette signature vibratoire, c'est ce qui définit en fait notre essence, c'est ce qui définit aussi notre présence. Et on la retrouve partout, c'est-à-dire à travers le temps. C'est ce qui est un peu, on colle à la peau. Oui, c'est ça. Et il y a des signatures vibratoires qui sont en accord. Dans ce cas-là, on dit, je sens bien cette personne. Et puis d'autres, au contraire, qui sont vraiment, qui font mal aux oreilles, qui sont en disharmonie. Oui, vous faites mal quelque part. Ouais, bon. On change de trottoir. Ouais, c'est ça. Oh, ce serait pas un petit extraterrestre, celui-là qui vient d'une autre. Non, c'est nous les extraterrestres, en fait. Oui, c'est ça, pas. C'est ça, on est bien cachés. Attention à ce qu'on dit. Qu'est-ce qui est terrestre et qu'est-ce qui ne l'est pas? À un moment donné, on peut se poser la question aussi. C'est ça, hein. Parce que quand on regarde le trajet de l'âme, qui est au départ projeté de la source déjà, on n'est plus sur Terre. C'est ça. Commençons déjà par là, on n'est pas sur Terre, on est à la source. On est quelque part dans l'univers, dans une dimension en plus parallèle, c'est très subtil. Et puis ensuite, cette âme, au fur et à mesure, elle va s'individualiser, elle va prendre justement cette signature vibratoire, mais pas que, elle va se colorer en fonction des différents passages d'une dimension à l'autre, d'une expérience à une autre, pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui sous-entend en fait qu'elle a fait des expériences sur d'autres plans, d'autres dimensions, peut-être d'autres planètes, etc. Donc, qu'est-ce qui est terrestre et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est nous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'au final, si tu as une signature vibratoire que tu prends après, si je comprends bien ce que tu dis, tu pars de la source, tu prends une signature vibratoire à un moment donné de ton parcours, parce qu'au départ, on est l'unité, on est le tout. Et on l'est toujours, de toute façon, sur un certain plan de conscience, on est l'ensemble. On l'est parce qu'on nous portons aussi en nous l'étincelle de vie. L'étincelle de vie, c'est l'immuable, c'est l'absolu. Donc, c'est le grand tout. Ouais. Nous l'avons tous, parce que sinon, nous ne serions pas en vie. C'est ça. C'est ça. Et ce que je lis, ce que je comprends aussi, à travers mon propre travail, mais aussi à travers ce que tu dis, c'est ne nous perdons pas un petit peu dans ce qu'on n'est pas. Donc, on va observer ce qu'on n'est pas, parce que finalement, ce qu'on est, on n'a pas besoin trop de le retrouver, il est là. Il est là. Enfin, c'est un petit peu une manière autre de le dire, mais aller à la rencontre de soi, c'est traverser nos illusions. Hein, oui. Ouais. Je serais aussi mais clairement, c'est le costume qui, au fur et à mesure, se délite. Ouais. Parce que ce costume, ce personnage qui a été créé par réaction par rapport à l'environnement, par rapport à l'entourage, en fonction aussi du bagage, que ce soit le bagage transgénérationnel ou le bagage de l'âme, est complètement illusoire. Ouais. C'est artificiel. Donc, plus nous allons à la rencontre de nous-mêmes, plus nous nous rendons compte de cette artificialité et au fur et à mesure, les pans de costume se délitent. C'est ça. Ça ne veut pas dire que le costume, qu'on peut aussi appeler l'ego ou le mental, à un certain niveau, ne sert à rien. On en a besoin parce que nous sommes incarnés sur Terre et dans cette société où on a besoin de se définir, il est important d'avoir une personnalité quand même suffisamment construite. Sinon, on se casse clairement la figure. Ou sinon, on déménage, on va en Inde et on devient sadou. Ça aussi, c'est possible. Mais bon, pour l'instant, nous sommes en France. C'est ça, mais c'est ce que tu appelles l'équipe terrestre. Et l'équipe terrestre, ça signifie bien aussi l'équipe, quoi.
tu vois, que l'être humain a un petit peu du mal à lâcher prise sur ce qu'il ne comprend pas, en fait. Tu parlais de, tu vois, quand tu perçois des messages, je parle des messages en tant que médium, donc quand on perçoit, mais en tant qu'être humain, hein, tout court, parce que tu dis que c'est vraiment naturel, la médiumnité, tu le rappelles à plusieurs reprises. C'est notre fonctionnement, c'est notre nature de capter, voilà. Et que quand on ne comprend pas des choses, en fait, on se fixe un peu dessus et tu dis, bah, finalement, le message, il apparaît, ok, mais peu importe si on ne comprend pas le sens, il faut laisser un petit peu décanter, puis ça apparaîtra. Ça, c'est une attitude que je trouve juste par rapport à tout ce qu'on vit, parce que effectivement, si on est le tout et si on a des antennes. D'ailleurs, moi, avant la vidéo, tu vois, je me suis dit, non, mais j'ai vraiment les antennes, parce que j'avais des cheveux qui faisaient ça. Je dis, bah ouais, c'est clair. Moi, elle m'envoie un message, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Et donc, si on capte des choses, en fait, et qu'on ne comprend pas, ben, n'allons pas dans les interprétations abusives, quoi. C'est un petit peu aussi ce que tu dis. Ouais, c'est toute la difficulté du médium, hein. Ouais. Il y a un, recevoir le message, et deux, comment gérer nos propres filtres qui sont bien entendu générés par nos expériences, donc par la personnalité. Et comment donc ces filtres-là les mettre de côté pour à la fois ne pas se laisser embarquer par notre propre histoire et ne pas donner donc des informations qui sont erronées. Et puis en même temps, quelque part, nous avons aussi besoin de notre grille de lecture pour décoder ces messages. Donc c'est vraiment, la frontière est ténue, hein. On ne peut pas vite passer d'un côté ou de l'autre. Ouais. Donc à la fois avoir une grille de lecture, mais tout en ne se laissant pas embarquer par ses propres filtres. C'est très léger, hein. Ça ne suit pas grand-chose. Et tu peux préciser un petit peu ce que peut être une grille de lecture et quelque chose d'erroné alors? Alors, une grille de lecture, c'est déjà ça commence toujours par se connaître soi-même. Ah oui. Toujours. C'est l'expérience qui crée la grille de lecture. Au fur et à mesure de l'entraînement, il y a des expériences qui se recoupent, qui se répètent et qui permettent de valider certaines impressions. Je ressens ça, ça veut dire cela. Ah oui, d'accord. Tu veux dire qu'à force d'expérimenter quelque chose, on a notre code en fait qui s'écrit, quoi. D'accord, c'est ce que tu appelles la grille de lecture. Et quand tu as des images, des choses comme ça, comment tu fais alors? Alors, il peut y avoir une symbolique qui s'adresse directement à nous par rapport justement à notre grille de lecture, notre système de compréhension. D'accord. Il peut y avoir aussi une symbolique qui n'a rien à voir avec nous, ou peut-être même carrément un message qui est tellement pas pour nous, mais pour les autres, qu'on a juste à le restituer pour ce qu'il est, de manière brute, sans rien y ajouter. Je vais faire un petit exemple par rapport à ça. Dis-moi, ouais. Alors, quand j'ai commencé à jouer avec ma médiumnité, il y a, on va dire, plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, donc. Je me suis inscrite sur un forum Spirit. Okay. En me disant, je vais tester, je vais éprouver même ma médiumnité et voir ce qu'il en est. Parce qu'à un moment donné, on peut se raconter des histoires. Il est important d'aller sur le terrain et de voir concrètement si j'ai des validations ou pas du tout. Bien. OK. Et donc, j'ai proposé mes services en disant, voilà, si vous le souhaitez, parce que là, c'était vraiment dirigé vers des personnes en deuil et qui avaient besoin de messages de leurs proches. Donc, si vous le souhaitez, je veux bien essayer d'avoir un message de vos proches. Et puis, on verra ce qu'il en est. Je vous le restitue tel quel. En plus, à l'époque, je faisais de l'écriture automatique. Donc, en ce sens, je n'avais rien à faire avec ma tête. La main écrivait toute seule. Et il y a un jeune homme de 19 ans qui me contacte, qui venait de perdre son père et qui était évidemment très, très triste. Il me donne donc, comme je lui avais demandé, le nom, prénom, l'âge, date de naissance, lieu de naissance, les informations suffisantes pour que je puisse me connecter. Et là, j'obtiens un message qui ne parle que d'oiseaux. Il faut écouter les oiseaux sont le message, les oiseaux ceci, les oiseaux cela. Moi, je ne comprenais rien. Donc, je lui ai retransmis ce message tel quel. Je lui ai posé la question, est-ce que votre père est ornithologue? Parce que là, les oiseaux... C'est vraiment à n'y rien comprendre.
Ah, Et lui m'a répondu, je ne comprends rien non plus. Donc là, à ce moment-là de l'expérience, je pouvais dire, je suis complètement tombée à côté, c'est triple zéro. En tout cas, là, ça va pas. ouais, c'est clair. Et c'est intéressant de s'éprouver parce que c'est là aussi qu'on apprend. Et puis, quelques jours plus tard, ce jeune homme m'envoie un message et il me dit, mais vous savez pas ce qui est arrivé, c'est incroyable. Je suis allée chez ma mère et elle m'a raconté qu'un oiseau était entré dans la maison. Impossible de le déloger. Elle s'est débattue dans tous les sens. Il était chez lui, il ne voulait pas bouger. Ok, ok. Il a fallu qu'elle appelle le voisin pour l'aider parce que cet oiseau voulait rester à la maison. Il était chez lui. Ok. La mère ne savait pas du tout, elle n'avait pas eu le message que j'avais reçu en médiumnité. Elle était au courant de rien. Waouh, Donc, donc, le père a envoyé un message fort de la survivance à travers cet oiseau. c'est ça. Et il faut écouter les oiseaux, etc. Et à travers toi. Et ce qui est étonnant, c'est en quelque sorte, on parle. J'ai fait une petite vidéo, bah, celle que je t'ai envoyée de. Tiens, je montre le livre. De se souvenir du futur. Attends, ça fait. On le voit bien là, se souvenir du futur. Oui, Se souvenir du futur de Romuald Le Terrier et Jocelyn Morrison. Et tu as aussi une préface là de Philippe Guillemant. Il parle de rétro-causalité. Comme si tu veux, on parle de synchronicité, mais comme si les choses étaient déjà, allez, existantes sur un certain plan. On parle du coup plus de temps, pas d'existence de temps réel, mais déjà existant. Et ça arrive dans ton présent, quelque chose arrive dans ton présent, mais qui vient du futur en quelque sorte, tu vois. Comme ce qui vient de t'arriver, il y a déjà, on va dire, on peut le voir comme ça en tout cas, tu as déjà le papa qui sait que l'oiseau va intervenir dans la maison, machin, il t'envoie le message. Enfin, tu vois ce que je veux dire? oui, alors moi je vois, parce que les oiseaux, et notamment les moineaux, sont reconnus pour être des psychopompes. Des quoi? Psychopompes. Alors les psychopompes, ce sont des êtres qui font le passage Entre le monde invisible et... entre le plan terrestre et le plan de l'au-delà. Ah d'accord, Donc, ok, par exemple, donc, les moineaux sont des psychopompes, les dauphins sont aussi des psychopompes. Donc, il y a des animaux qui ont cette réputation-là. d'accord, d'accord. Et donc, ces animaux sont particulièrement enclins à donner le message des défunts. Ah ouais, d'accord. Donc, Oui, ils vont être beaucoup utilisés, hein, c'est ça que c'est tu... ça, c'est ça. Et par rapport au message du papa, tel que je le comprends, c'est que justement, lui, il a communiqué, si on peut dire, parce qu'à un moment donné, tout est le tout, avec l'oiseau pour le pousser à rentrer dans sa maison et donner ce message à sa femme et à son fils qui étaient en deuil et donc en grande souffrance. Ouais. Et le fait de connaître cette survivance, d'avoir conscience de cette survivance, change complètement. Évidemment, il y a la tristesse de la séparation, de la perte. Ça, c'est inéluctable. Mais de savoir que ce n'est pas la fin, que l'âme continue son chemin de l'autre côté, c'est un message d'espoir immense. Mm. C'est un message d'espoir, un message d'amour, c'est un message aussi de, bah, de sens. On n'est pas que ce corps, donc qu'est-ce qu'on fait là? Sens de la vie, ça va loin en fait, hein. Cette interview était un peu longue, donc je l'ai divisée en plusieurs parties. Celle-ci était la fin de la première partie de cette interview avec Loane Miège. Vous pourrez retrouver la suite très très vite. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut.